Quand j'avais 3 ans, moi et mon frère jumeau avions été gardés par ma grand-mère. La nuit était tombée, elle avait accompagné mon frère jumeau aller se brosser les dents dans la salle de bain. Elle m'a donc laissé seul dans le salon devant la télévision. À ce moment précis, j'étais donc seul sur le canapé et j'ai décidé de zapper avec la télécommande. Je suis alors tombé devant un film d'horreur. Comme un enfant de 3 ans qui ne comprend pas ce qui se passe et un peu hypnotisé par la télé, je décide de regarder. Ça a été, je pense, l'un de mes plus grands traumatismes pour l'époque. Dans cette scène très courte, on y voit un zombie sur une table d'opération prendre vie et tuer quelqu'un dans une sorte de liquide pour cryogéniser. On le voit plonger la tête d'une femme dans ce bac, la retirer, puis lui casser le visage sur le comptoir. Du moins, ça c'est les souvenirs que j'en avais. Quand j'ai commencé à grandir, vers mes 15 ans, j'avais toujours cette image de film dans ma tête et j'ai décidé de mener l'enquête. À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, je sais même pas s'il m'aurait aidé aujourd'hui, mais en tout cas, je fais mes recherches sur internet et je trouve rien. Je décris au maximum la scène, me rappelle d'un maximum de souvenirs, mais rien. Et c'est à ce moment précis que ce film est devenu pour moi un Lost Media. Et c'est d'ailleurs en faisant des recherches sur ce film que j'ai compris ce qu'était un Lost Media et que j'ai décidé de m'inscrire sur des wikis. Et c'est sur Reddit à l'époque que je décide de créer un post et demander à des gens s'ils se rappellent de ce film ou si une enquête peut être faite. Très peu de gens ont vu mon post et personne n'a vraiment cherché à m'aider. Je me suis donc mis en tête que plus jamais je ne retrouverai ce film. Et un jour, il y a à peu près 3-4 ans, je regarde un best-of sur internet des pires films d'horreur jamais faits. Et à un moment donné, au milieu de cette vidéo, je vois exactement la scène que j'ai vue quand j'avais 3 ans. Ce film-là, c'est Jason X, une énième suite du film Vendredi 13, un film plutôt mauvais que j'ai regardé avec mon œil adulte et je ne comprends encore aujourd'hui pourquoi ça a pu me traumatiser. Tout ça était pour introduire ce qu'est un Lost Media. Un Lost Media, c'est tout simplement un contenu qu'on peut dire culturel, comme une émission, une chanson, un jeu, une vidéo, n'importe quoi, dont on sait l'existence, mais qui est introuvable. Et l'envie m'a pris de faire une vidéo pour traiter de certains Lost Media qui ont été retrouvés. Je ne sais pas encore au moment où je tourne cette introduction combien je vais en faire, mais ce que je sais, c'est que c'est absolument fascinant. Imaginez des vidéos, des films, des musiques, pensant être totalement perdus et qui un jour sont retrouvés. A noter que cette envie est largement inspirée de Feldup, et parce que je l'aime et parce que vous l'aimez aussi, j'ai décidé de traiter de Lost Media et de Lost Waves qui n'ont jamais été évoqués par Feldup. Et on commence avec Kurt's Bloody Southside. Si je vous disais que Kurt Cobain, célèbre chanteur du groupe Nirvana, avait réalisé à ses 17 ans un court-métrage un peu sanglant. Évidemment, quand on pense à Nirvana, qui plus est à Kurt Cobain, on pense à des chansons très douloureuses, avec des fonds, avec des paroles qui sont très intrigantes, parfois même dérangeantes, et c'est assez fou de se dire qu'à 17 ans, le cerveau de Kurt Cobain était déjà comme ça. Nous sommes alors en 1984, Kurt Cobain a 17 ans et vit à Aberdeen, c'est une toute petite ville ouvrière de l'État de Washington. À cet âge-là, il dessine, il écrit, il écoute aussi beaucoup de musique, notamment des groupes punk, et c'est avec son ami Christ, qui sera plus tard le bassiste de Nirvana, et Dale, batteur des Melvins, qu'ils expérimentent avec une caméra Super 8 pour réaliser le film Kurt's Bloody Southside. A noter que ce nom n'est pas du tout officiel, mais a été choisi par la communauté une fois qu'il a été découvert. Je vous spoil qu'il a été découvert, c'est le principe de la vidéo. Il faut savoir qu'avant la mort de Kurt Cobain en 1994, personne ne connaissait l'existence de ce court-métrage. Et c'est à partir de 1998, soit 4 ans après la mort de Kurt Cobain, qu'une VHS pirate appelée Kurt Cobain Horror Movies circule dans les forums de fans. Elle contient le court-métrage complet, mal étiqueté, dans un lot de vidéos bootleg. Et c'est pendant des années qu'une toute petite partie communauté des fans de Nirvana connaissent l'existence de ce court-métrage. Personne n'en parle, des gens l'ont vu, assimilé, mais personne ne le divulgue. Jusqu'en août 2013. Un utilisateur YouTube nommé Curmudgeon Nirvana publie le film sous le titre de Kurt Cobain Horror Movies. La qualité est vraiment à chier, mais le film est complet. Et c'est à ce moment précis que des fans de Nirvana le découvrent dans son intégralité. À ce moment-là, beaucoup de gens spéculent sur le fait que c'est potentiellement une reconstitution ou que c'est tout simplement pas Kurt Cobain. Et en 2015, un documentaire du nom de Montage of Heck montre des extraits du même film issus des archives personnelles de Kurt Cobain. Et à ce moment-là, on était sûr que c'était un court-métrage authentique. Le film dure environ 10 minutes, il commence avec une main brûlée, qu'on voit floue, puis un personnage masqué, qu'on devine être Kirk. Il simule alors la consommation de cocaïne, puis on voit des plans sur leur ville, comme une balade étrange dans un rêve. On assiste à des scènes obscures, une tortue, une statue religieuse, un mur qu'on lave. Et c'est là que ça bascule dans l'horreur. Kurt se coupe la gorge et les poignets avec un couteau factice, le sang gicle, puis il se poignarde le ventre. A noter que tout ça est évidemment une mise en scène et que le sang n'est pas réel. Dale, lui, joue un personnage qui meurt tué à la fin. Et le film se termine dans un flou symbolique sans morale et sans explication. En fait, c'est tout simplement un film absurde, sanglant, d'un adolescent de 17 ans. Je suis pas un très grand fan de Nirvana pour être très honnête, mais je vous invite vraiment à aller le voir parce que toute l'histoire qu'il y a derrière le rend particulièrement touchant presque. Et je pense que maintenant on peut passer au deuxième Lost Media. London After Midnight.
ou Londres après minuit en français. Mais personne ne l'appelle Londres après minuit, personne. London After Midnight est un film d'horreur muet en noir et blanc réalisé en 1927 par Todd Browning. Dans le rôle principal, on y retrouve Lon Chaney, qui est un acteur très connu de l'époque et qui avait comme particularité de se transformer. C'était un acteur qui se maquillait et qui adorait terrifier, donc pas étonnant de le voir dans un film d'horreur. À Londres, un homme riche est retrouvé mort dans ce qui semble être un suicide. 5 ans plus tard, un mystérieux personnage aux dents pointues et au chapeau haute forme, interprété par Lon Chaney, emménage dans la maison du défunt. L'inspecteur Burke, chargé de l'enquête initiale, revient sur les lieux pour découvrir la vérité. Il suspecte que le suicide pourrait avoir été un meurtre, et que le nouvel occupant du château ne soit pas un être humain. Et c'est précisément ce look cauchemardesque qui a marqué les esprits, même si encore aujourd'hui, personne n'a vu le film. Ou presque. Déjà à l'époque, London After Midnight a connu un réel succès à sa sortie. Mais malheureusement, en 1965, les archives de la MGM qui produisaient le film ont perdu leur dernière bobine dans un incendie. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui que des archives puissent brûler, mais les bobines à l'époque étaient constituées de nitrate, ce qui était très inflammable et pas anodin qu'elles se mettent à brûler de temps à autre, ce qui brûlait tout l'immeuble et donc toutes les archives. Et c'est donc en 1965 que London After Midnight est devenu l'un des films perdus les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Sauf qu'un film d'horreur qui a suscité autant d'intérêt dans son existence ne peut pas moins en susciter quand il disparaît. Et c'est donc dans les années 1980 que des historiens de cinéma ont mené l'enquête. On y retrouve notamment Michael Blake, qui était biographe de Lon Chaney, l'acteur principal du film, et il a exploré des centaines et des centaines d'archives américaines. Et un autre historien, nommé David Giscal, qui a élargi ses investigations à l'international. Parce qu'à l'époque, même dans les années 20, beaucoup de films muets étaient envoyés dans d'autres pays pour être distribués. Donc David a notamment recherché dans la Cinémathèque française, le George Eastman Museum, et aussi dans des archives en Argentine, en Europe de l'Est et au Japon. Et ils n'ont pas retrouvé le film. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont retrouvé des centaines et des centaines de photographies sur le lieu de tournage, ce qui permet de se rendre un peu plus compte de ce à quoi ressemble le film. Alors, je sais que vous avez vu dans le titre que je vais vous parler que de Lost Media qui ont été retrouvés, mais j'ai menti, parce que London After Midnight, encore aujourd'hui, n'a jamais été retrouvé. Ou presque. En 2002, la boîte de production MGM, qui avait produit le film, a une idée. Comme je vous l'avais dit, des centaines et des centaines de photos de production et de script original ont été retrouvées. Ils font appel alors à Rick Schmidlin, spécialiste de la restauration, et restaurent London After Midnight. Par restauration, on entend qu'ils vont essayer de faire revivre le film à travers simplement des photographies dans une diaporama animée. En gros, il se sert à peu près de 200 photographies, les met dans l'ordre chronologique du scénario en s'inspirant du script original, avec des transitions, des zooms et aussi de la musique pour nous refaire vivre un maximum London After Midnight. Et cette reconstitution est totalement disponible sur YouTube. Elle dure à peu près 40 minutes et elle nous met vraiment dans le film. De toute façon, c'était un film qui était muet, qui était en noir et blanc et qui était simplement avec de la musique. Donc on arrive sincèrement à s'y retrouver. Donc oui, London After Midnight n'a jamais été retrouvé et on pense encore aujourd'hui que jamais il ne pourra être retrouvé. Mais on a cette reconstitution qui est plutôt fidèle au film, du moins on l'imagine, et le peu de personnes qui se rappellent l'avoir vu l'ont confirmé. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé à peu près ce Lost Media. Cry Baby Lane. En octobre 2000, Nickelodeon, la célèbre chaîne de jeunes... J'ai une moustache, commentez pas s'il vous plaît. En octobre 2000, la célèbre chaîne de jeunesse Nickelodeon décide de diffuser un téléfilm nommé Cry Baby Lane à l'occasion d'Halloween. Le pitch de ce film est plutôt simple. Dans une petite ville américaine, deux frères découvrent la légende d'un enfant siamois mort tragiquement. Son esprit vengeur entraîne encore les environs du fameux Cry Baby Lane, une route maudite en bordure du cimetière. Un mélange de drame familial et de films d'horreur psychologique destinés au jeune public. Du moins, ça c'est ce qu'espérait Nickelodeon. Le soir du 28 octobre 2000, Cry Baby Lane est diffusé une seule fois sur Nickelodeon. Et là, c'est le drame. Des parents outrés auraient contacté la chaîne trouvant le film beaucoup trop effrayant pour les enfants. Face aux plaintes, Nickelodeon aurait décidé de ne plus jamais rediffuser le téléfilm et de l'enterrer. Au fil des années, Cry Baby Lane devient une sorte de mythe sur internet. Certains disent qu'ils se souviennent l'avoir vu et d'autres prétendent qu'il n'a jamais existé. Aucun enregistrement officiel ne circule, pas de DVD, pas de rediffusion, ni même de version numérique. Et c'est à la fin des années 2000 que des discussions se multiplient sur des forums comme Reddit, 4chan ou le Lost Media Wiki. Des témoignages contradictoires entretiennent la confusion, certains prétendent que le film était bien réel et qu'il avait traumatisé des enfants, d'autres pensent qu'il s'agit d'un faux souvenir collectif, un cas mythique d'effet Mandela. Et c'est vers 2010 qu'une communauté active se forme autour du projet de retrouver Cry Baby Lane. Des passionnés décident alors de mener une enquête méthodique, leur premier réflexe tenter de contacter les personnes ayant travaillé sur le film. Certains arrivent même à contacter le réalisateur du film, Peter Lawyer, qui confirme l'existence du téléfilm, mais dit ne pas posséder de copie personnelle. Ensuite, ils cherchent dans les grilles de programmes de l'époque, dans les listings de films diffusés par Nickelodeon en 2000. Et bingo, le 28 octobre 2000, la diffusion du film Cry Baby Lane est bien confirmée par ces listings.
Le film a donc bien existé. Mais maintenant, il faut savoir où le trouver. Les communautés comprennent qu'il est inutile d'attendre qu'une sortie officielle se fasse. Leur meilleure chance repose alors sur des enregistrements personnels. À l'époque, de nombreux téléspectateurs enregistraient encore des programmes sur VHS. En gros, ils mettaient une cassette au moment des diffusions, ce qui permettait d'enregistrer l'intégralité du programme. Et étant donné que c'était une émission spéciale Halloween, il n'est pas impossible qu'en 2000, des personnes aient enregistré l'intégralité de la journée pour le regarder plus tard. Ils posent donc des appels à témoins sur des forums de collectionneurs de VHS. Au début, peu de réponses, jusqu'en août 2011, où l'utilisateur Reddit Fire Salad Pitch affirme avoir une vieille VHS contenant l'enregistrement de la soirée Halloween 2000 de Nickelodeon. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore si le film recherché s'y trouve. Le suspense est à son comble, et quelques jours plus tard, l'utilisateur confirme qu'il a bien retrouvé Cry Baby Lane. Donc ce téléfilm a été retrouvé près de 10 ans après sa diffusion. Le film dure 1h40 et vous vous doutez, il est intégralement disponible sur YouTube. Vous avez l'habitude maintenant. Honnêtement, le film est pas si mauvais. Il avait 800 000 $ de budget à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça fait un peu flipper, même avec un œil adulte. Les personnages, quand ils sont possédés, ont des yeux blancs et exorbités. Les musiques, les cris, tout rappelle l'horreur, mais quand on sait que c'est à destination de la jeunesse, c'est un peu troublant. L'histoire de Cry Baby Lane est un parfait exemple de ce que le monde du Lost Media peut offrir. Une communauté déterminée capable de ressusciter des œuvres que l'on croyait perdues à jamais. Et ce que je trouve fascinant, c'est que Cry Baby Lane a été retrouvé parce qu'il a été recherché. Imaginez maintenant le nombre de VHS qu'on peut retrouver chez des inconnus, avec des émissions, des films ou des téléfilms qui vous ont peut-être traumatisé, mais dont vous ne cherchez même pas l'existence. Japan Airlines 123. Nous sommes le 12 août 1985, en pleine période de vacances d'été au Japon. Le vol Japan Airlines 123 est un vol domestique très fréquenté entre Tokyo et Osaka. Un trajet de moins d'1 heure. L'avion est un Boeing 747 SR-46, une version spéciale du 747 conçue pour les vols courts mais avec une grande capacité de passagers. Ce jour-là, 509 passagers et 15 membres d'équipage embarquent dans ce vol. Le commandant de bord, Masami Takahama, un pilote expérimenté avec plus de 12 000 heures de vol, l'équipage est aguerri, la météo est clémente, tout semble réuni pour un vol sans histoire. À 18h12, l'avion décolle de Tokyo. À 18h24, alors que le vol est à 7300 mètres d'altitude au-dessus de la baie de Sagami, un événement dramatique survient. Un énorme bruit lourd retentit, les passagers entendent un craquement. En quelques secondes, l'avion devient difficile à contrôler. Vous l'aurez compris, après 32 minutes de vol, le Japan Airlines 123 se crache dans le mont Takamagahara. Sur les 524 personnes à bord, 520 perdent la vie. Et seulement 4 personnes, toutes des femmes, sont miraculeusement retrouvées en vie. Elles étaient toutes assises à l'arrière de l'appareil. Alors maintenant la question c'est, quel Lost Media concerne cet accident tragique ? Est-ce que vous savez ce que c'est une boîte noire ? Une boîte noire dans un avion sert à enregistrer ce qui se passe dans un vol. Et il y a 2 boîtes noires différentes. Il y a le Flight Data Recorder, le FDR, qui enregistre des centaines de paramètres techniques du vol, la vitesse, l'altitude, le cap, la position de commande, les états de moteur, etc. Ce qui permet d'analyser le comportement technique de l'avion. Et il y a aussi le Cockpit Voice Recorder, le CVR, qui lui enregistre les conversations dans le cockpit afin que les sons ambiants, alertes, bruits mécaniques soient retrouvés. Cela permet de reconstituer ce que les pilotes disaient et entendaient dans les derniers instants du vol. Et c'est cette dernière qui est devenue un Lost Media. Les gens savaient l'existence de cette boîte noire précisément parce qu'elle est dans tous les avions. On sait que l'avion a été retrouvé, mais la boîte noire n'a pas été rendue publique. Déjà parce que la police estimait que ces enregistrements étaient un peu traumatisants, et aussi parce qu'il n'y avait pas de réel intérêt à rendre ça public. Mais 35 ans plus tard, en 2020, le Cockpit Voice Recorder du Japan Airlines 123 est rendu disponible sur YouTube dans son intégralité. Je vais pas passer la totalité de l'enregistrement parce que les derniers instants sont plutôt traumatisants, mais voici les derniers instants du Japan Airlines 123. Et à la fin de l'enregistrement, quelques secondes avant le crash, on entend le commandant de bord dire « C'est fini ». La flûtiste et la licorne. Alors ce Lost Media est un peu particulier parce qu'encore une fois, c'est mon histoire. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire que je vous ai racontée au début, mais je vous assure qu'elle en vaut la peine. En 2018, ma grand-mère, pas la même qu'au début de la vidéo,
mon autre grand-mère, décide de déménager de la maison où elle a vécu 40 ans après le décès de mon grand-père. Très vite, j'ai décidé de l'aider et surtout de m'intéresser à des anciennes œuvres d'art qu'elle avait à l'époque. Je m'étais dit que c'était un bon moyen de les revendre et de se faire peut-être un peu d'argent, et je me disais que peut-être il y avait la Joconde de cachée au fond d'un placard. Je trouve à peu près une vingtaine d'œuvres d'art qui sont toutes des lithographies, c'est-à-dire des copies officielles des œuvres originales, et mon regard s'arrête sur une œuvre précise. À l'endroit de la signature, je vois écrit E.A. Dans l'art, les initiales EA signifient épreuve d'artiste. Une épreuve d'artiste désigne les épreuves réservées à l'artiste dans une édition très limitée. Ce sont des exemplaires que l'artiste garde pour son usage personnel et qui sont justement généralement marqués de l'abréviation EA. Autrement dit, l'œuvre que j'ai devant moi est plutôt rare. Je décide donc de la prendre en photo et de me renseigner le lendemain. On est donc le lendemain de cette prise de photo et je décide de me renseigner sur l'artiste. Francis de Lassus Saint-Géniès. Un nom très compliqué, donc très facile de le retrouver. Et la première chose sur laquelle je tombe quand je tape son nom, c'est un avis de décès. Alors ça doit pas vous étonner qu'un artiste peintre soit décédé, mais il est décédé la veille de mes recherches, c'est-à-dire le jour où j'ai trouvé sa peinture. Et je sais vraiment pas si vous vous rendez compte à quel point ça a été traumatisant pour moi à l'époque de me rendre compte qu'au moment où j'avais trouvé une œuvre, l'artiste venait de décéder. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je décide après de rechercher la lithographie de ma grand-mère. Je ne trouve absolument rien. Je fais des recherches inversées sur Google, je décris au maximum la peinture, mais rien. A noter que la plupart des peintures de Saint-Géniès se ressemblent, mais aucune ne ressemble à celle-là. Je vous assure que j'ai cherché pendant des heures, je trouvais absolument rien. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune photo de l'artiste. Francis de Lassus Saint-Géniès, on ne connaissait même pas son visage. Et après avoir défilé des heures et des heures dans Google Images, je trouve une photo de Francis de Lassus Saint-Géniès. C'est la peinture de chez ma grand-mère derrière. C'est la même. J'espère que vous avez eu les mêmes frissons que j'ai eu en 2018, je vous jure que ça m'a vraiment troublé. J'ai ma grand-mère qui va déménager, et qui du coup elle a plein de tableaux et les vend et de ça. Et mon œil s'arrête sur une œuvre en particulier. Déjà étonnamment, on ne trouve rien sur cette œuvre. La seule chose qu'on peut avoir, c'est une photo de l'artiste et en fond, on voit cette fameuse peinture. Il suffit que je veuille faire une recherche sur lui pour pouvoir le contacter. Ses funérailles, c'était hier, le vendredi 2 novembre 2018 à 10h. Et je la mets dans cette vidéo pour le Lost Media parce que c'en est un. Je connaissais l'existence de ce tableau, j'avais une copie devant moi, mais l'original était introuvable. Jusqu'à cette photo. Et le plus étonnant, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai évidemment refait des recherches sur le tableau, et j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin de quelqu'un qui vend exactement la même lithographie, mais cette fois-ci dédicacée. Elle a été postée en novembre, et avant cette date-là, l'œuvre était introuvable. Et c'est malade que je vais devoir conclure cette vidéo. C'est la première vidéo que je fais en solo sur ce compte YouTube, et j'espère que ce sera pas la dernière. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez, et j'espère vraiment que ce sera la première d'une longue série. Moi, si vous me connaissez pas, je m'appelle Valentin Vitti, et normalement je fais des courts-métrages sur TikTok et Instagram. Et si vous aimez l'horreur, normalement vous allez vous retrouver dans quelques courts-métrages, donc n'hésitez pas à les regarder. Ça a été de loin la vidéo qui m'a demandé le plus de temps de toute ma vie, que ce soit dans la documentation, dans le tournage, et surtout dans le montage. J'ai monté l'intégralité de cette vidéo tout seul, et c'est la première fois que je fais ça. J'espère que vous avez été au rendez-vous, j'espère que vous serez au prochain, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'espère. Merci beaucoup.